À suivre dans cette édition, la démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Ponyo Matata. Le nouveau président américain Donald Trump, déjà dans le viseur du groupe Boko Haram. Une vidéo a été publiée à cet effet. Et puis, carnet noir dans ce journal, l'ancien footballeur international Laurent Pokou n'est plus. Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous informatif. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Augustin Ponyo Matata a remis ce lundi sa démission au président Joseph Kabila. Une étape importante dans le processus de mise en application des conclusions de l'accord politique. Le point avec Christelle Desboutons. Un départ attendu qui est désormais officiel. Augustin Matata Ponyo, Premier ministre congolais, a démissionné de son poste. Un départ pour permettre notamment la nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ceci en application de l'accord politique sur le report à 2018 de la présidentielle en République démocratique du Congo. Reçu tôt ce matin à la présidence pour remettre sa démission, Augustin Matata, à la sortie de l'audience, a déclaré: J'ai déposé ma démission de Premier ministre ainsi que celle des membres de mon gouvernement pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord passé avec une frange minorité de l'opposition. Cet accord conclu le 17 octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition prévoit la formation rapide de nouveaux gouvernements. À sa suite, la délégation de l'opposition au dialogue a aussi été reçue par le chef de l'État. Une audience qui pourrait en temps normal indiquer l'identité du futur Premier ministre. Mais selon Edem Kodjo, facilitateur des négociations, Vital Kamere, ancien directeur de campagne de Joseph Kabila, lors de la présidentielle de 2006, en est une figure de favori. Même si le chef de l'État, après cette rencontre avec la délégation de l'opposition, aurait souligné que l'accord resterait ouvert à ceux qui refusent à ce jour de le signer, comme le Rassemblement et le Mouvement de libération du Congo. Le parti de l'opposition UDPS d'Étienne Tshisekedi a toutefois rejeté les termes de l'accord. Le Royaume-Uni a offert hier à son ancienne colonie Lesotho pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale une réplique de Spitfire. C'est un avion qui occupe une place importante dans cette guerre de 39-45. La cérémonie a eu lieu à Maseru, au Lesotho, en présence d'imminentes personnalités des deux pays. France Kadia. Ancienne colonie britannique, le Lesotho a contribué de fort belle manière au triomphe du Royaume-Uni à la Seconde Guerre mondiale. Cette part active dans la guerre de 39-45 lui vaut à présent un hommage de son ancien colonisateur. Nous devons tellement au Basutoland, au Lesotho, au peuple et à ceux qui n'étaient pas encore nés au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une dette d'honneur que nous leur devons. Nous avons bénéficié de leur aide et ils nous ont donné notre liberté et c'est un grand honneur de pouvoir rendre ce petit hommage à une grande nation. C'est une manière incroyable de célébrer cette action unique en 1940 lorsque les autorités et le peuple du Basotho, puis le Basutoland à l'époque, ont décidé de participer à l'effort de guerre qui commençait tout juste et qu'ils ont récolté des fonds pour financer ces 24 Spitfire qui ont ensuite été donnés à la Royal Air Force, ce qui a bien sûr joué un rôle important dans un moment particulièrement difficile de la guerre pour les Alliés. Pour marquer l'événement, le Royaume-Uni a offert au Lesotho une réplique du Spitfire, un avion rapide et agile auquel on associe la victoire de la bataille d'Angleterre. Ce jour est très important pour nous. Ça montre comment le Basotho a contribué à la libération de l'humanité. Ça nous rend, moi et ma génération, très fiers parce que c'est un pays de guerriers militaires. C'est pour ça que le Lesotho n'a jamais été conquis. Nous sommes sur des montagnes, nous faisions rouler des roches contre nos ennemis et c'est la contribution, la puissance, la valeur, la combativité que les gens avaient que nous retrouvons dans le Spitfire. C'est très important pour nous. Cette reconnaissance de la contribution du Lesotho, ex-Basutoland, vient ainsi rehausser les couleurs de ce pays de l'Afrique australe, indépendant le 4 octobre 1966.
Une semaine après l'ouverture de la conférence des parties sur le réchauffement climatique COP22 à Marrakech, un bilan à mi-parcours a été fait. Selon le président de la COP22, des progrès ont été réalisés au cours de cette conférence mondiale, alors que dans la ville marocaine, des manifestants ont organisé une marche pour réclamer plus de justice climatique. Les explications de Moura Onias-Gaba. Après 7 jours de discussion sur les résolutions concernant les changements climatiques, le président de la COP22, Salah Eddine Mezoua, se dit satisfait des progrès réalisés. Il l'a fait savoir à l'occasion d'un point de presse ce samedi sur l'évolution de cette rencontre internationale sur le climat qui se tient depuis le 7 novembre dernier à Marrakech. Le Premier ministre marocain, accompagné de la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Patricia Espinosa, a souligné que les négociations se déroulent dans un esprit évident de coopération. De véritables avancées ont été aussi réalisées, notamment au niveau du renforcement des capacités des cadres participants. Il a également mis l'accent sur la nécessité de faire des progrès en termes de mobilisation de financement pour les projets de lutte contre le réchauffement climatique. Pour l'heure, 105 États ont déjà ratifié l'accord de Paris et d'autres sont attendus durant l'événement. À côté de ces enjeux, 147 compagnies ont pris ensemble 1000 engagements pour aider la planète dans sa lutte contre les dérèglements climatiques. Dans cette même optique, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Marrakech ce dimanche pour réclamer plus de justice climatique aux États présents à la COP22. Cette marche, initiée par la coalition marocaine, a réuni des organisations syndicales, des associations des droits de l'homme, de jeunesse et de développement. Les manifestants exigent la fin de l'hégémonie des puissances polluantes et une justice aux pays du Sud qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Ils ont également lancé un appel fort aux dirigeants des États participants à la COP22 pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris. Ce mardi, le roi Mohamed VI va présider la cérémonie d'ouverture du sommet de la COP22 en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Cette journée inclura également une réunion d'une centaine de maires du monde entier pour échanger leurs idées et réfléchir à des solutions pour appliquer les engagements pris à Paris dans la lutte contre les bouleversements climatiques. Direction le Nigeria, le chef de l'organisation terroriste Boko Haram a déclaré hier soir la guerre au nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Dans un message audio, Abubakar Shekau a affirmé que l'élection du président américain ne changeait rien au fonctionnement. Le récit de Ansine Djengue. Le leader du groupe djihadiste nigérian Boko Haram a réagi à la victoire du milliardaire républicain Donald Trump aux États-Unis. Par le biais d'un message vocal posté sur YouTube ce 13 novembre 2016, Abubakar Shekau affirme que la guerre ne fait que commencer. Il invite ses confrères à ne pas se laisser distraire par des gens comme Donald Trump ainsi que toute la coalition qui se bat contre leurs frères en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou partout ailleurs. Qu'importe le visage du nouveau président des États-Unis, le combat se poursuit. On en a fini d'Obama. Maintenant, nous allons commencer avec Trump, a lancé Shekau en langue Haoussa dans ce discours diffusé par les canaux traditionnels du groupe armé où il fait référence au président américain sortant Barack Obama et à son successeur élu la semaine dernière. Malgré les revers que connaît Boko Haram ces derniers mois, Abubakar Shekau tente de montrer que sa motivation n'est pas entamée. Nous restons convaincus par notre foi et nous n'arrêterons pas. Pour nous, la guerre ne fait que commencer, a-t-il renchéri. Une réaction qui lui permet de se montrer malgré les tensions internes qui sont apparues depuis que Daesh a officiellement désigné Abu Musab al-Barnawi, chef de Boko Haram en août dernier. La faction de ce dernier a dénoncé l'attitude despote de Shekau, mais aussi les massacres récents des civils musulmans dans le nord-est du pays, préférant se concentrer sur les cibles de l'État islamique, les chrétiens et la propagation du djihad. Shekau a donc saisi l'occasion pour donner une réplique cinglante dans son message audio. Il y justifie les tueries de tous les musulmans qui acceptent de vivre dans un État démocratique et laïque et qui n'ont pas rejoint les rangs de Boko Haram. Ce message survient dans un contexte humanitaire très critique alors que l'ONG Save Children a affirmé que 200 enfants risquaient de mourir de faim chaque jour dans le nord-est du Nigeria où 20 000 personnes ont été tuées dans le conflit et 2 600 000 déplacés. 3 destinations pour le compte de l'Afrique en bref de cette édition. La Somalie, la Côte d'Ivoire et le Lesotho où la crise au sein du gouvernement prend de l'ampleur. C'est une compilation de Childéric Kalosessou. Paralysie au sein de la machine politique au Lesotho, des députés et ministres de la majorité appellent à la démission du gouvernement conduite par Pakalita Mosisili.
Ce dernier a limogé jeudi des ministres de son gouvernement pour témoigner leur soutien à ses cadres, remercier certains ministres et députés de la majorité ont également déposé le tablier. Ces derniers fustigent également la politique économique du Premier ministre. Ils recommandent la formation d'une nouvelle coalition avec l'opposition. Une autre brouille politique sur le continent. Cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, les membres du Front populaire ivoirien divisés sur la participation ou non du parti aux prochaines législatives. Le camp conduit par Pascal Affi-N'Guessan est favorable à une participation, mais Aboudraman Sangaré n'entend pas cette option de ses oreilles. L'opposition avait déjà appelé au boycott du référendum du 30 octobre dernier. Une stratégie utilisée en 2011 lors des législatives soldée par une victoire écrasante du parti au pouvoir. En Somalie, un retour au calme pointe à l'horizon dans les régions du Puntland et du Galmudug. C'est l'annonce faite dimanche par la mission de l'ONU dans ce pays. Les deux régions à la quête du contrôle de la ville de Galkayo se sont déclarées la guerre. Plusieurs affrontements ont eu lieu avec à la clé de bilans très lourds. Après les récentes violences soldées par 45 morts, les responsables des deux régions autoproclamées autonomes ont réitéré leur engagement à respecter un cessez-le-feu conformément à l'accord conclu le 2 décembre 2015. Hors de l'Afrique à présent, après son élection à la tête des États-Unis d'Amérique, Donald Trump forme déjà son gouvernement. Deux artisans de sa victoire ont été nommés dimanche dernier. Reince Priebus, président du Comité national républicain, devient secrétaire général de la Maison-Blanche et Steve Bannon occupe le poste du haut conseiller et chef de la stratégie. Reportage. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est monté très ferme sur plusieurs dossiers clés de son agenda. L'homme d'affaires élu sur un discours populiste a également cherché à établir une forme d'équilibre dans les premières nominations de son cabinet. Dans son choix, Reince Priebus, président du Conseil national républicain, prendra la tête de la future administration Trump. Et Steve Bannon, lui, sera le haut conseiller et le chef de la stratégie. Ces nominations à la Maison-Blanche ont été accueillies avec soulagement. On objecte en effet le choix de Reince Priebus qui va rassurer l'établissement républicain. En 2012, à partir de 2 heures du soir, la nation républicaine œcuménique avait été rompue. Mes préoccupations se basent sur celles antérieures et la Convention républicaine proclame que l'ordre soit rétabli. À l'inverse, le choix de Steve Bannon comme chef de la stratégie fait peur. Il a dirigé Breitbart News, un site d'information ultra-conservateur qui a toujours propagé des opinions racistes, antisémites, anti-musulmans et en faveur de la suprématie de la race blanche. Mais Steve Bannon, qui a été le 3e directeur de la campagne de Trump, a du flair politique et a beaucoup contribué à la victoire du candidat républicain. Il était en réalité son premier choix pour orchestrer l'administration. Le président élu a finalement préféré Reince Priebus comme secrétaire général à la Maison-Blanche. Mais la présence de Steve Bannon ne manque tout de même pas d'inquiéter. Dimanche, au cours de son premier entretien télévisé depuis son élection, le président Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2017, a confirmé qu'il nommera à la Cour suprême des juges anti-avortement et favorable au port d'armes à feu. Aussi a-t-il montré une certaine flexibilité sur Obamacare. La loi emblématique du mandat de son prédécesseur qui permet à tous les Américains d'avoir une assurance santé dont le fonctionnement est très critiqué. Elle pourrait donc être amendée et, si possible, abrogée. Je l'annonçais en titre, le monde sportif africain et surtout ivoirien pleure un homme, Laurent Pokou, grand footballeur ivoirien des années 70, est passé de vie à trépas hier dimanche. Que retient-on de celui-là qui aura été une figure emblématique du football africain? Élément de réponse dans ce reportage signé Eman Rodrigue Amengan. À 69 ans, la maladie a eu raison de lui. Laurent Pokou était hospitalisé depuis longtemps à Abidjan du fait d'une maladie. L'annonce de sa mort a affecté plus d'un, tant l'homme a marqué le football africain de ses chefs-d'œuvre. Sa carrière de footballeur, qui a débuté au milieu des années 60 à la SEC Mimosa d'Abidjan, va très vite le conduire dans l'Hexagone où le natif de Trècheville a fait les beaux jours du stade rennais. Les statistiques sont d'ailleurs en sa faveur. Pokou a marqué 52 buts en 82 matchs et était en son temps le chouchou du club breton. L'enfant de Trècheville a intégré l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à l'âge de 19 ans,
Laurent sera d'ailleurs le fer de lance de l'attaque des éléphants grâce à sa puissance, sa vitesse et surtout son efficacité. Il termine meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de 1968 avec 6 réalisations, puis celle de 1970 avec 8 buts. Ce total cumulé de 14 buts fera de lui le meilleur buteur de l'histoire jusqu'en 2008 où il sera détrôné par Samuel Eto'o qui compte 16 réalisations. Surnommé l'homme d'Asmara en référence à son quintuplé contre l'Éthiopie en 1970, l'éléphant a mis un terme à sa carrière à l'issue de la CAN de 1980 au Nigeria à l'âge de 33 ans. Laurent Pokou a inspiré de nombreux joueurs à l'image de Didier Drogba, qui ne cache pas d'ailleurs son admiration à son égard. Aujourd'hui, l'homme n'est plus, mais les traces de son passage demeurent. Il aura vraiment connu un destin de foot, tout comme l'indique cette célèbre biographie consacrée à son parcours. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.